Dans les derniers jours de 10 à 9, 89 ans, le régime de Nicolae et Elena Ceausescu s'est effondré à une vitesse inattendue. Le couple qui avait gouverné la Roumanie avec un contrôle absolu a été capturé, emmené dans une base militaire et soumis à un procès improvisé. Sans garantie, sans appel et sans temps pour la défense, la condamnation à mort a été décidée à peine quelques minutes et l'exécution a été effectuée immédiatement. Les accusations ont parlé de faim imposée à la population, de répression sanglante et d'une dictature personnalisée qui avait amené le pays à sa limite. Elena n'a pas été traitée comme complice, mais comme un protagoniste de ce système. Elle a participé à des décisions clés, des structures de pouvoir contrôlées et a fermement soutenu la répression. Pour le tribunal, sa responsabilité était inséparable de celle de Nicolae. Était-ce un acte de justice ou une exécution politique? Pourquoi Elena était-elle considérée comme dangereuse que son mari? La graine du pouvoir, la montée imparable de Nicolas et Elena. Au cours des premières décennies du XXe siècle, la Roumanie était un pays à prédominance agricole où les 90% de la population vivait à la campagne. Nicolae Ceausescu est né le 26e janvier 1918 à Scornicești, un village de la région de l'OLT, au sud du pays. Il était le troisième des 10 enfants dans une famille paysanne qui travaillait sur les terres des autres comme locataire. Son père, Andruț Ceausescu, a combiné des travaux agricoles avec des métiers tels que la menuiserie. La famille vivait dans une maison en adobe, sans électricité ni eau courante. Nicolae a fréquenté l'école primaire du village jusqu'à l'âge de 11 ans, lorsqu'il a abandonné ses études pour déménager à Bucarest. Dans 10 à 9, 29 ans, il a été envoyé dans la capitale pour apprendre le commerce du cordonnier dans un atelier du quartier Calea Grivitsei. Bucarest, dans les années 30, a concentré les tensions d'une société en transformation. L'industrialisation progressait lentement, créant une nouvelle classe ouvrière qui fonctionnait dans des conditions précaires. Les salaires étaient faibles, les jours ouvrables étaient longs, et les droits des syndicats étaient limités. Dans cet environnement, les idées socialistes et communistes ont trouvé un écho parmi les jeunes travailleurs comme Nicolae. Le Parti communiste de Roumanie exploite un métro depuis 10 à 9, 24. La monarchie l'avait déclaré illégale en raison de ses liens avec l'Internationale communiste de Moscou. Cette situation souterraine a forcé les militants à développer des méthodes conspiratrices et une discipline organisationnelle stricte. Nicolae a rejoint la jeunesse communiste à 15 ans, participant aux activités de propagande et à l'organisation syndicale. Sa première arrestation s'est produite dans 10 à 9, 33 lors d'une démonstration des travailleurs à Bucarest. La police l'a identifié comme un distributeur de brochures communistes. Entre 10 à 9,33 et 10 à 9,38 ans, il a été arrêté à plusieurs reprises pour des activités subversives. Il a passé des périodes dans des prisons telles que Karansbech, Jilava et Doftana, des centres pénitentiaires où il a coïncidé avec d'autres militants communistes. Dans la prison de Doftana, il a rencontré Georg Georgiou-Dej, un leader communiste ayant plus d'expérience qui deviendrait son mentor politique. Georgiou-Dej avait mené la frappe ferroviaire de 10 à 9,33 en Grivitsa et avait apprécié le prestige au sein de la fête souterraine. La relation entre les deux a été consolidée pendant les années d'emprisonnement partagé, établissant des obligations qui seraient décisives pour la montée en puissance de Nicolae. Les prisons fonctionnaient comme des espaces de formation politique pour les communistes roumains. Les prisonniers politiques ont organisé des séminaires clandestins, discuté de la théorie marxiste et planifié des activités futures. Nicolae a participé à ces activités éducatives, bien que son rôle soit principalement à l'écoute et à l'observation. Son profil était celui d'un militant discipliné mais sans initiative personnelle exceptionnelle. Dans 10 à 9 ans, lors d'une libération temporaire, Nicolae a rencontré Elena Petrescu lors d'une danse organisée par la jeunesse communiste. Elena était née le 7e janvier 10 à 9, 16 à Petresti, un village du comté de Dâmbovița. Comme Nicolae, elle est venue d'une pauvre famille paysanne et avait déménagé à Bucarest pour travailler dans l'industrie textile. Elena a travaillé dans une usine de rotation où les conditions de travail étaient particulièrement sévères. Les jours ouvrables prolongés de 12 heures par jour, les salaires étaient insuffisants pour couvrir les besoins de base et les mesures de sécurité au travail étaient pratiquement inexistantes.
Son incorporation dans les activités politiques de gauche a répondu à la fois aux condamnations idéologiques et à la recherche d'amélioration dans ses conditions de vie et de travail. La relation entre Nicolae et Elena s'est développée dans le contexte d'un militantisme politique partagé. Ils ont participé ensemble à des réunions clandestines, à la distribution de la propagande et à l'organisation des activités syndicales. Cette dimension politique de leur lien personnel serait une caractéristique permanente de leur relation. Ils se sont mariés le 20 tiers, 10 à 9-47, après 8 ans de parade nuptiale interrompue par des arrestations et des périodes de clandestinité. La Seconde Guerre mondiale a radicalement transformé la situation politique roumaine. Dans 10 à 9-40, le pays a cédé les territoires vers l'Union soviétique, la Hongrie et la Bulgarie sous pression des pouvoirs de l'Axe. Le général Ion Antonescu a créé une dictature militaire alliée à l'Allemagne nazie. Les communistes étaient durement persécutés. De nombreux dirigeants ont été emprisonnés ou exécutés. Nicolae a de nouveau été détenu dans 10 à 9-40 et a été transféré au camp d'internement Targu Jiu à 10 à 9-43. Il y est resté jusqu'en août 10 à 9-44, lorsque le roi Michael a ordonné l'arrestation d'Antonescu et a changé l'alliance roumaine envers les pays alliés. L'armée rouge soviétique est entrée dans la Roumanie et le Parti communiste a émergé de la clandestinité avec un soutien militaire étranger. Après sa libération, Nicolae a été désigné secrétaire régional de l'Union des jeunes communistes pour Bucarest. Cette fonction lui a permis de participer au recrutement massif de nouveaux militants et à l'organisation de démonstrations soutenant le nouveau régime. L'Union des jeunes est devenue un instrument de mobilisation politique et de contrôle social des jeunes roumains. Lors des années 15 et 10 à 6 élections de novembre, le bloc des partis démocrates, dominé par les communistes, a obtenu 70% des votes selon les résultats officiels. L'opposition a dénoncé les irrégularités massives et la coercition électorale. En décembre 10 à 9-47, le roi Michael a été contraint d'abdiquer et la République populaire de Roumanie a été proclamée. Le système politique est sous contrôle communiste absolu. Nicolae a profité de ce contexte pour consolider sa position dans l'appareil du parti. Dans 10 à 9-48, il a été nommé sous-secrétaire au ministère de l'Agriculture, un poste qui lui a fourni une expérience de la gestion de l'État et l'accès à la distribution des ressources. 2 ans plus tard, il a déménagé au ministère de la Défense en tant que vice-ministre, atteignant le grade militaire de la division générale à 32 ans. Elena a suivi une trajectoire parallèle mais initialement subordonnée. Elle a travaillé dans des organisations syndicales et dans des structures de partis destinées à la mobilisation des femmes. Sa formation académique était limitée. Elle n'avait effectué que 4 ans d'enseignement primaire avant de rejoindre des travaux industriels. Cependant, sa position en tant qu'épouse d'un leader montant lui a donné une influence croissante dans les cercles politiques. Dans 10 à 9-52 ans, Nicolae est entré dans le comité central du Parti communiste roumain. Cette nomination l'a placé parmi les dirigeants de premier niveau du pays. Au cours des années 50, il a participé aux purges internes qui ont consolidé le pouvoir de Gheorghiu Dej, éliminant les concurrents politiques réels ou potentiels. Son rôle était principalement exécutif. Il a mis en œuvre des décisions prises par d'autres, mais sans remettre en question les lignes politiques fondamentales. La mort de Staline en 10 à 9-53 et le processus de déstalinisation initié par Nikita Khrouchtchev ont généré des tensions dans le bloc soviétique. Gheorghiu Dej a manœuvré pour maintenir l'autonomie concernant Moscou, en particulier dans la politique économique. Nicolae a soutenu ces manœuvres sans assumer le protagonisme public, consolidant sa réputation d'exécuteur fiable de directives supérieures. Entre 10 à 9-54 et 10 à 9-65, Nicolae a rempli diverses fonctions liées à l'organisation du parti, à la supervision militaire et à la coordination des structures de sécurité. Sa spécialité était l'inspection et le contrôle des cadres, des fonctions qui lui ont fourni une connaissance détaillée du fonctionnement interne de l'appareil de l'État et du parti. Cette expérience serait fondamentale pour sa consolidation ultérieure en tant que chef suprême. La mort de Gheorghiu Dej, en mars 10-25 ans, a ouvert un concours de succession au sein du Parti communiste roumain. Nicolae était considéré comme un candidat de continuité, sans ennemi déclaré au sein des différentes factions du parti. Son profil en tant que militant discipliné,
sans ambition apparente pour le renouvellement radical, a fait de lui une option acceptable pour les dirigeants qui souhaitaient maintenir la stabilité dans le système politique établi. Le 22e, 5 ans, Nicolae Ceausescu a été élu premier secrétaire du Parti communiste roumain. 2 ans plus tard, dans 10 à 9, 67 ans, il a assumé la présidence du Conseil d'État, concentrant les fonctions du chef de l'État et du chef du parti. Elena a commencé à participer à des structures de parti de niveau intermédiaire, préparant le terrain pour son ascension politique ultérieure. Une dictature différente entre Moscou et l'Occident. La première crise internationale à laquelle Nicolae Ceausescu a été confronté en tant que chef roumain a défini sa politique étrangère au cours des 2 décennies suivantes. Le 20e août, 10 à 9, 68 troupes du pacte de Varsovie ont envahi la Tchécoslovaquie pour supprimer les réformes libéralisantes d'Alexander Dubček, connu sous le nom de Prague Spring. Alors que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est ont participé à l'opération militaire, la Roumanie s'est abstenue et a publiquement condamné l'invasion. Le 21e août, Ceausescu a prononcé un discours sur la place République, à Bucarest, avant que 200 000 citoyens se réunissent par le parti. Il a déclaré que l'invasion avait violé la souveraineté tchécoslovaque et les principes de l'égalité parmi les nations socialistes. Il a rejeté toute doctrine qui justifierait l'intervention militaire dans les affaires intérieures d'autres pays. La foule a répondu avec des applaudissements prolongés et des cris de soutien au chef roumain. Cette position indépendante a transformé l'image internationale de Ceausescu. Les gouvernements occidentaux qui avaient maintenu les relations froides avec Bucarest ont commencé à voir en lui un précieux interlocuteur au sein du bloc soviétique. La presse européenne et américaine l'a décrit comme le chef communiste qui a osé défier Moscou. Cette perception s'est traduite par des invitations diplomatiques de haut niveau qui ont renforcé le prestige du régime roumain. Le 10e, 10 à 9, 68 ans, le président français Charles de Gaulle a visité Bucarest, devenant le premier leader occidental à le faire depuis l'installation du régime communiste. De Gaulle a cherché à diversifier les alliances françaises dans le contexte de sa politique d'indépendance concernant Washington et Moscou. Les accords signés comprenaient la coopération industrielle, l'échange culturel et les crédits financiers s'élevant à 300 millions de francs. 1 an plus tard, le président américain Richard Nixon a fait une visite officielle en Roumanie, la première par un président américain dans un pays du pacte de Varsovie après la Seconde Guerre mondiale. Nixon est arrivé à Bucarest en août 2e, 10 à 9 ans, reçu par des foules organisées applaudissant dans les rues de la capitale. Les accords commerciaux signés ont accordé l'accès préférentiel en Roumanie à la technologie occidentale et aux lignes de crédit de la Banque américaine d'exportation-importation. Ces ouvertures diplomatiques ont fourni au régime roumain des ressources financières importantes. Entre 10 à 9, 68 et 10 à 9, 78, la Roumanie a reçu des prêts d'une valeur de 6 milliards de dollars des institutions occidentales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les fonds étaient officiellement destinés à de lourds projets d'industrialisation qui cherchaient à moderniser la structure économique du pays. Parallèlement à cette politique d'équilibrage international, Ceausescu a construit son autorité interne à travers un culte de personnalité progressivement élaboré. Les premiers éléments sont apparus vers 10 à 9, 68, lorsque les médias d'État ont commencé à se référer à lui avec des titres honorifiques. Il s'appelait Conducator. Le terme roumain pour un leader qui évoquait les princes médiévaux qui avaient résisté aux dominations étrangères. La propagande officielle a établi des parallèles entre Ceausescu et des personnalités historiques comme Mircea l'Ancien ou Michael le Brave, des dirigeants médiévaux présentés comme des défenseur de l'indépendance nationale. Ce récit nationaliste, combiné avec le marxisme orthodoxe pour créer une idéologie spécifiquement roumaine qui justifiait l'autonomie concernant Moscou. Le parti n'a pas remis en question le socialisme, mais a proclamé un national-socialisme roumain sous la direction de Ceausescu. Elena Ceausescu a connu une augmentation politique accélérée au cours de cette période. Dans 10 à 9, 68, elle a été nommée directrice de l'Institut national de recherche chimique. Son rendez-vous était justifié par son expérience dans l'industrie textile, bien que ses travaux antérieurs aient été opérationnels. Le poste lui a donné l'autorité dans un secteur stratégique de l'économie roumaine. Dans 10 à 9, 70, 2 ans, Elena est entrée au comité exécutif du Parti communiste roumain,
l'organe de décision politique suprême du pays. Le couple Ceausescu a commencé à fonctionner comme une diarchie, les Nicolae concentrant les fonctions politiques et Elena élargissant son influence dans les domaines techniques et éducatifs. Au cours des années 70, la construction du culte d'Elena a suivi des modèles similaires à celui de son mari. Elle a été attribuée à des découvertes scientifiques inexistantes, des publications académiques qu'elle n'avait pas écrites et des reconnaissances internationales gérées par la diplomatie roumaine. Les universités européennes ont accordé ces doctorats honorifiques sous pression de leurs gouvernements respectifs, intéressés à entretenir des relations commerciales avec Bucarest. Le système répressif roumain s'est développé simultanément à ces manœuvres diplomatiques. La police secrète établie à 10 à 948 a élargi ses opérations jusqu'à ce que la pénétration sociale sans précédent dans le bloc oriental. On estime qu'à 10 à 975 ans, il employait 40 000 agents à temps plein et 200 000 informateurs occasionnels pour contrôler une population de 20 et 1 million d'habitants. Les méthodes de surveillance comprenaient une interception systématique des communications téléphoniques, l'ouverture de la correspondance postale et l'installation de dispositifs d'écoute dans les maisons privées et les lieux de travail. Le réseau informateur a couvert tous les secteurs sociaux, usines, universités, églises, organisations culturelles et sportives. Les rapports de sécurité documentés ont documenté des conversations privées, des opinions politiques non exprimées publiquement et des comportements considérés comme déviants de l'orthodoxie officielle. La répression a été appliquée par des méthodes progressives conçues pour décourager l'opposition sans générer des martyrs politiques visibles. Les dissidents ont été confrontés à une perte d'emploi, à une expulsion universitaire, à une interdiction de publier ou de voyager à l'étranger. Dans des cas plus graves, de brèves détentions, des interrogatoires psychologiques et des menaces contre les proches ont été appliqués. L'objectif était de créer une atmosphère d'autocensure où la population éviterait toute expression critique envers le régime. Les cas de répression les plus graves ont été réservés aux tentatives d'organisation politique indépendante ou de contacts non autorisés avec des étrangers. Les personnes reconnues coupables de ces crimes ont purgé des peines dans des prisons comme AIUD, Gerla ou Râmnicu-Sărat, centres pénitentiaires où des méthodes de rééducation ont été appliquées, notamment le travail forcé, l'isolement prolongé et la pression psychologique systématique. Au cours de cette période, la politique religieuse du régime a combiné la tolérance formelle avec un contrôle efficace. Les églises traditionnelles ont maintenu des fonctions liturgiques, mais leurs activités ont été soumises à une supervision de l'État. Les sermons ont été censurés, les publications religieuses étaient gravement limitées, et l'éducation religieuse était interdite à l'extérieur des temples. Les prêtres ont dû obtenir l'autorisation de l'État à exercer leur ministère, ce qui a permis d'éliminer le clergé considéré comme politiquement dangereux. Les communautés religieuses minoritaires ont été confrontées à des restrictions supplémentaires. Les témoins de Jéhovah ont été complètement interdits, leurs membres soumis à une persécution criminelle. Les adventistes et les baptistes du 7e jour pouvaient fonctionner sous une supervision stricte de l'État. La communauté juive, décimée par l'Holocauste et l'émigration ultérieure, a maintenu les institutions communautaires, mais sous le contrôle de la sécurité. L'équilibre entre l'ouverture internationale et la répression interne a été maintenu tout au long des années 70, Ceausescu a participé à des conférences de pays non alignés, a reçu des dirigeants du tiers-monde et a maintenu des relations commerciales avec l'Occident et le bloc soviétique. Cette politique lui a fourni des ressources financières et un prestige international qu'il avait utilisé pour consolider son autorité nationale. Dans 10 à 975 ans, Ceausescu a été désigné président de la République socialiste de Roumanie, un nouveau poste créé spécifiquement pour lui qui a formalisé son état de chef de l'État. La Constitution modifiée a concentré de grands pouvoirs exécutifs dans la présidence, éliminant les contrôles parlementaires efficaces. Elena a été nommée première vice-présidente du Conseil national des sciences et de la technologie, un poste qui a accordé son autorité sur la politique scientifique nationale. Les liens avec la Chine se sont intensifiés après la scission sino-soviétique. Ceausescu a visité Pékin dans 10 à 960 et 11 ans, établissant des relations privilégiées avec Mao Zedong. Les échanges comprenaient une coopération technique, commerciale et militaire, mais aussi idéologique.
Le modèle chinois de socialisme national indépendant de Moscou a fourni une justification théorique de la politique d'autonomie roumaine au sein du camp socialiste. Fin et contrôle, la nation enchaînée par la mégalomanie. En octobre 1066 ans, Nicolae Ceausescu a signé le décret de 770, l'une des mesures les plus controversées de son régime. La norme a interdit l'avortement et l'utilisation de méthodes contraceptives pour les femmes de moins de 40 ans qui avaient moins de 4 enfants. Les exceptions étaient limitées au cas où la grossesse représentait le risque mortel pour la mère ou lorsque de graves malformations fœtales ont été diagnostiquées médicalement. Le décret a établi des contrôles médicaux obligatoires pour les femmes en âge de procréer. Les entreprises ont dû organiser des examens gynécologiques périodiques dans leurs installations avec la participation de médecins d'État qui ont surveillé les grossesses et ont détecté des tentatives d'interruption clandestins. Les hôpitaux ont reçu des instructions pour informer les autorités sur les femmes qui sont arrivées avec des symptômes d'avortement pratiqués en dehors du système médical officiel. Les sanctions pour violation du décret comprenaient des amendes équivalentes à plusieurs mois de salaire moyen, à la fois pour les femmes et pour ceux qui ont facilité des méthodes contraceptives ou des procédures d'avortement. Les médecins qui pratiquaient des avortements illégaux ont été confrontés à une perte de licence professionnelle et à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. L'importation de contraceptifs a été interdite et la production nationale a été suspendue à l'exception de la distribution contrôlée dans les cas autorisés. Les résultats démographiques ont été immédiats. Le taux de natalité, qui était descendu à 14 naissances pour 1000 habitants dans 10 à 9,66, est passé à 28 pour 1000 sur 10 à 9,67. Dans 10 à 9,68, 550 000 enfants sont nés, contre 273 000 de l'année précédant le décret. Ces enfants étaient populaires comme la génération de décret ou les enfants de Ceausescu. Cependant, le système social roumain n'était pas prêt à absorber cette augmentation démographique soudaine. Les salaires sont restés stagnés, tandis que le coût de la vie augmentait, en particulier dans les aliments et les logements. De nombreuses familles se sont retrouvées avec plus d'enfants qu'elles ne pouvaient maintenir économiquement. La situation s'est aggravée lorsque les mères célibataires, auparavant minoritaires, ont augmenté de manière significative en raison de restrictions contraceptives. Les orphelinats d'État ont subi une saturation sans précédent. Le nombre d'enfants institutionnalisés est passé de 10 000 au 10 à 9,66 à plus de 100 000 en 10 à 9,89. Les installations, conçues pour des capacités plus petites, fonctionnaient avec une surpopulation chronique. Dans de nombreux centres, les enfants dormaient dans des lits partagés, l'alimentation était insuffisante et le personnel médical était rare pour répondre aux besoins de base de la santé. Les conditions de ces orphelinats se sont détériorées progressivement au cours des années 70 et 80. Les budgets de l'État destinés aux services de garde n'ont pas augmenté proportionnellement à l'augmentation de la population institutionnalisée. Les enfants ont reçu des soins médicaux irréguliers, une éducation limitée et une préparation rudimentaire. Beaucoup sont restés dans le système institutionnel jusqu'à l'âge de 10 à 8 ans, date à laquelle ils ont été libérés sans ressources ni compétences pour s'intégrer dans la société. Parallèlement à cela, le décret a généré un marché clandestin pour les services de reproduction. Les femmes désespérées ont eu recours à des méthodes d'avortement maison qui comprenaient des plantes médicinales, des instruments improvisés et des substances chimiques dangereuses. Les procédures ont été effectuées dans des conditions hygiéniques déficientes, souvent sans connaissance médicale adéquate. On estime que entre 3 000 et 10 000 femmes sont mortes chaque année des complications de l'avortement clandestin pendant la validité du décret. Les médecins officiels ont fait face à des pressions contradictoires. D'une part, ils ont dû faire respecter le décret en signalant des grossesses et en détectant des violations. De l'autre, ils connaissaient les conséquences médicales et sociales de l'interdiction contraceptive. Certains ont développé des codes informels pour aider les patients dans des situations désespérées, risquant leur carrière professionnelle. D'autres se sont limités à se conformer strictement aux réglementations pour éviter les répercussions légales. Dans 10 à 9,60 et 11 ans, Ceausescu a fait une visite officielle en Chine et en Corée du Nord qui a profondément affecté sa conception du pouvoir politique. À Pékin, il a été reçu par Mao Zedong, qui lui a expliqué les principes de la révolution culturelle chinoise. À Pyongyang, Kim Il-sung lui a montré le système culte personnalisé nord-coréen et les méthodes de mobilisation de masse
utilisée dans ce pays. À son retour à Bucarest, Ceausescu a mis en œuvre ce qu'il a appelé les thèses de juillet, un programme politique qui a intensifié le contrôle idéologique de la société roumaine. Le document, publié en juillet 1071 ans, a établi que la culture, l'éducation et les médias devraient servir exclusivement la construction du socialisme sous la direction du parti. Les influences culturelles occidentales considérées comme bourgeoises ont été éliminées et la propagande nationaliste a été renforcée. L'application des thèses a transformé le panorama culturel roumain. Les maisons d'édition ont modifié leurs plans de publication, éliminant la littérature occidentale contemporaine. Les cinémas ont réduit la programmation de films étrangers, les substituant par des productions roumaines et celles d'autres pays socialistes. Les programmes de télévision étaient orientés vers un contenu éducatif et propagandiste, avec un temps considérable dédié aux activités du leader et de sa femme. La construction de l'image scientifique d'Elena a suivi les modèles systématiques de falsification au cours de cette période. Les publications académiques ont été créées avec son nom auteur principal. Bien que le contenu ait été élaboré par des équipes de chercheurs professionnels, les universités roumaines ont accordé ces titres de doctorat sans examen ni défendus publiquement. Les institutions scientifiques étrangères, pressées par des considérations diplomatiques, ont accordé ces adhésions honoraires et ces reconnaissances académiques. Dans 10 à 9, 75 ans, Elena a été élue membre du comité politique exécutif du Parti communiste roumain, l'organe de décision suprême du pays. Sa nomination a été présentée comme la reconnaissance de ses contributions scientifiques et organisationnelles. En réalité, il représentait la consolidation formelle d'une diarchie où le couple partageait un pouvoir politique efficace. Nicolae a maintenu des fonctions de direction publique, tandis qu'Elena contrôlait les secteurs clés de l'administration de l'État. Au cours de la seconde moitié des années 70, la situation économique roumaine a commencé à se détériorer en raison de facteurs externes et internes. La crise pétrolière de 10 à 9, 73 a augmenté les coûts énergétiques, affectant l'industrie lourde qui constituait le noyau du modèle de développement roumain. Les prêts occidentaux, utilisés pour financer les projets industriels, ont généré des obligations de paiement croissantes libellées en devises. La dette étrangère roumaine a augmenté de façon exponentielle au cours de cette période. À partir d'1 milliard de dollars en 10 à 9, 70, il est monté à 10 milliards en 10 à 9, 81. Les paiements d'intérêts et d'amortissement ont absorbé des pourcentages croissants de revenus d'exportation. L'économie roumaine est devenue de plus en plus dépendante des marchés occidentaux pour générer la devise étrangère nécessaire au service de créances. Dans 10 à 9, 82 ans, Ceausescu a annoncé sa décision d'annuler complètement la dette étrangère roumaine avant 10 à 9, 90. L'objectif a été présenté comme un objectif de l'indépendance économique nationale, libérant le pays du conditionnement financier étranger. Pour y parvenir, des mesures d'austérité ont été mises en œuvre qui ont considérablement affecté la consommation interne et les conditions de vie de la population. La politique d'exportation forcée a dirigé la majeure partie de la production agricole et industrielle roumaine vers les marchés externes. Les céréales, la viande, les produits laitiers, les carburants et les fabricants ont été vendus à l'étranger tandis que le marché interne a connu une rareté généralisée. Les magasins d'État ont fonctionné avec un minimum d'inventaire, forçant les citoyens à former des lignes de plusieurs heures pour acquérir des produits de base lorsqu'ils étaient disponibles. Le rationnement alimentaire a été progressivement institutionnalisé au cours des années 80. Les autorités ont établi des quotas mensuels par habitant pour des articles comme le pain, le lait, la viande, le sucre et l'huile. Les quantités assignées étaient insuffisantes pour satisfaire les besoins nutritionnels normaux, en particulier pour les familles avec enfants. Le marché noir des aliments s'est élargi, mais les prix étaient prohibitifs pour la plupart des salaires. Les restrictions d'énergie ont affecté les maisons et les lieux de travail. L'approvisionnement en électricité était limité à quelques heures quotidiennes dans les zones résidentielles, obligeant les familles à réorganiser leurs activités quotidiennes. Le chauffage a été suspendu pendant la majeure partie de l'hiver, même lorsque les températures ont chuté de plusieurs degrés en dessous de zéro. L'eau chaude n'a été fournie qu'1 ou 2 fois par semaine, compliquant l'hygiène personnelle et domestique. La programmation télévisée a été réduite à 2 heures quotidiennes, concentrée sur les bulletins de nouvelles et les programmes de propagande sur les activités du couple au pouvoir.
Le contenu était centré sur des visites dans des usines et des fermes collectives, des discours lors de réunions de parti et des cérémonies officielles. Il n'y avait pas de divertissement, de sport ou de programme culturel qui n'avaient pas de fonction éducative explicite selon l'idéologie officielle. Alors que la population a été confrontée à ces privations, le couple Ceausescu a maintenu un mode de vie ostentatoire qui contrastait considérablement avec l'austérité imposée. Ils résidaient dans plusieurs palais équipés de luxe importé, notamment des meubles français, des tapisseries perses et de la vaisselle en porcelaine chinoise. Leurs armoires contenaient des centaines de costumes et de robes de designers occidentaux, constamment renouvelés pour éviter de répéter des tenues dans les apparitions publiques. Dans 10 à 9,77, un tremblement de terre de 7 degrés de magnitude sur l'échelle de Richter a dévasté le Bucarest, causant 1500 morts et dommages matériels importants. Le centre historique de la capitale a été gravement touché, des dizaines de bâtiments détruits ou irrémédiablement endommagés. Ceausescu a utilisé cette jonction pour mettre en œuvre un projet de rénovation urbain qu'il avait conçu des années auparavant. Le plan de reconstruction impliquait la démolition d'environ un cinquième du centre historique de Bucarest, y compris des quartiers entiers avec une architecture roumaine traditionnelle. 30 églises orthodoxes, 2 synagogues, 3 monastères et plus de 9000 maisons devaient démolir. 40 000 résidents ont reçu des ordonnances d'expulsion avec une rémunération et une délocalisation minimale dans des immeubles d'appartements sur la périphérie urbaine. Le projet architectural central était la construction du Palais populaire, un bâtiment gouvernemental conçu pour être le siège du pouvoir politique roumain et la résidence officielle du couple au pouvoir. Les plans envisageaient une structure de 365 000 mètres carrés de surface construite, avec 1000 salles distribuées sur 12 étages visibles et 8 sous-sols. Les dimensions dépasseraient celles du Pentagone américain, ce qui en fait le plus grand bâtiment administratif du monde. La construction du palais a commencé dans 10 à 9, 4 à 4 ans, employant 20 000 travailleurs en quart de quart continu de 24 heures. Les matériaux comprenaient 1 million de mètres carrés de marbre de Carrara, 3500 tonnes de cristal, 700 tonnes d'acier et de bronze pour les décorations et 900 mètres cubes de bois pour les parquets et les panneaux. Les tapis, tissés spécialement pour le projet, couvraient 20 000 mètres carrés de surface intérieure. Le coût du palais était estimé à 2 milliards de dollars selon les prix de l'époque, un montant équivalent à environ 10% du produit intérieur brut annuel roumain. Les ressources ont été détournées des secteurs comme la santé, l'éducation et le logement populaire vers ce projet pharaonique. La construction s'est poursuivie pendant les périodes de plus grande austérité, lorsque la population a connu un rationnement alimentaire et de graves restrictions énergétiques. Le design d'intérieur du palais reflétait les goûts de mégalomanie du couple au pouvoir. Le hall principal mesurait 2000 mètres carrés, avec un plafond de 50 mètres de haut décoré de lustres en cristal Murano. Les principaux escaliers étaient en marbre rose avec des balustrades dorées, tandis que les colonnes utilisaient des variétés de marbre importées d'Italie et de Grèce. Les chambres et bureaux privés comprenaient des baignoires en marbre, des robinets dorés et des tapisseries persanes authentiques. Au cours de cette période, Elena a consolidé sa position de deuxième figure de l'État roumain. Dans 10 à 9, 80 ans, elle a été désignée première vice-présidente du Conseil des ministres, une position qui a offert sa participation à des décisions gouvernementales de haut niveau. Son influence s'est étendue sur des ministères clés comme l'éducation, la science et la technologie, lui permettant de contrôler la formation de cadres techniques et de recherche scientifique nationale. La rébellion finale, le peuple contre le dictateur. Dans 10 à 9, 89 ans, les régimes communistes d'Europe de l'Est ont connu des transformations qui ont modifié l'équilibre géopolitique établi après la Seconde Guerre mondiale. En Pologne, les négociations de la table ronde entre le gouvernement et l'Union de solidarité ont abouti à des élections législatives partiellement libres tenues en juin. En Hongrie, le Parti des travailleurs socialistes hongrois a abandonné le monopole du pouvoir et a ouvert les frontières avec l'Autriche, permettant l'exode des citoyens de la République démocratique allemande. La République démocratique allemande a fait face à une crise migratoire sans précédent lorsque des milliers de citoyens ont profité de l'ouverture hongroise pour s'échapper vers l'Allemagne de l'Ouest. Des manifestations s'intensifiaient dans des villes comme Leipzig et Dresde, où les citoyens ont exigé des réformes démocratiques et la liberté de mouvement.
Le 9e novembre, le mur de Berlin a été démoli par des foules que les autorités ne pouvaient pas contenir. En Tchécoslovaquie, la révolution du velours s'est développée entre novembre et décembre sous la direction d'intellectuels regroupés au Forum civique. Les premières protestations des étudiants se sont transformées en mobilisations de masse qui ont forcé le Parti communiste à renoncer au pouvoir. Václav Havel, dramaturge et dissident, a été élu président en décembre, symbolisant la transition pacifique vers la démocratie. La Roumanie est restée apparemment à l'abri de ces changements. Nicolae Ceausescu avait été réélu le secrétaire général du Parti communiste en novembre lors du 14e congrès, où les délégués ont approuvé à l'unanimité toutes les résolutions présentées. Les médias d'État n'ont pas rendu compte des événements dans les pays voisins, gardant la population roumaine isolée des transformations régionales. Elena Ceausescu a activement participé aux délibérations du Congrès, prononçant un discours sur la politique scientifique et éducative. Le couple au pouvoir a projeté une image de contrôle absolu sur l'appareil de l'État et du parti. Cependant, les tensions sociales se sont accumulées au cours des années d'austérité, ont commencé à se manifester dans des incidents isolés que les autorités contenaient par répression localisée. En mars, 6 anciens dirigeants communistes ont envoyé une lettre ouverte critiquant les politiques économiques et la concentration personnalisée du pouvoir. Le document, connu sous le nom de « Lettre des Six », a été diffusé par des radiodiffuseurs étrangers, mais n'a eu aucune répercussion interne immédiate. Le 14e décembre, Laszlo Tőkész, un pasteur réformé hongrois de la ville de Timișoara, a reçu une ordonnance de transfert forcé des autorités ecclésiastiques roumaines. Les Tőke avaient publiquement critiqué les politiques gouvernementales de la systématisation rurale qui impliquait la démolition de villages avec des populations hongroises et allemandes des minorités. Sa résistance au transfert a généré une solidarité parmi ses paroissiens qui ont décidé de protéger la maison pastorale. Le 16e décembre, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'église réformée de Timișoara pour empêcher l'expulsion du pasteur. La manifestation comprenait initialement des membres de la communauté hongroise locale, mais a progressivement élargi en incorporant les citoyens roumains mécontents des conditions économiques générales. Les autorités locales ont tenté de disperser la concentration par des méthodes d'intimidation habituelles. Au cours de l'après-midi du 16e décembre, la manifestation s'est étendue au centre de Timișoara, où les manifestants ont marché vers le siège du comité du parti municipal, criant des slogans contre les politiques d'austérité et le rationnement alimentaire. Les forces de police ont établi des cordons pour contenir la mobilisation, mais le nombre de participants a continué de croître à mesure que les travailleurs quittant les usines se sont joints. En décembre 17e, Ceausescu a déclaré l'état d'urgence à Timișoara et a ordonné au général Vasil Milea, ministre de la Défense, de restaurer l'ordre par l'intervention militaire. Les troupes ont reçu l'autorisation d'utiliser des armes à feu contre les manifestants. Les confrontations se sont intensifiées lorsque les unités de l'armée et de la sécurité ont ouvert le feu contre des foules concentrées sur la place centrale de la ville. Le combat s'est poursuivi pendant 3 jours, avec un bilan officiel des 97 morts et 300 blessés, bien que des sources non officielles estiment des chiffres significativement plus élevés. Les hôpitaux Timișoara ont reçu des instructions pour ne pas fournir d'informations sur les victimes. Certains cadavres ont été retirés pendant la nuit et enterrés dans des localités éloignées pour cacher l'ampleur de la répression. Des images de répression à Timișoara ont été transmises par des stations de télévision hongroises et yougoslaves dont les signaux ont atteint le territoire roumain dans les régions frontalières. Radio Free Europe et la BBC ont diffusé des témoignages de témoins oculaires décrivant la violence utilisée par les forces de sécurité. L'information a progressivement circulé vers d'autres villes roumaines par le biais de communications informelles. Le 20e décembre, des travailleurs de plusieurs usines de Timișoara ont déclaré une grève générale et occupaient leur centre de travail. Les grévistes ont exigé la cessation de la répression, la suppression des autorités locales responsables des décès et la fin des politiques d'austérité qui avaient détérioré leurs conditions de vie. Général Milea a ordonné aux troupes de se retirer des casernes, reconnaissant implicitement la perte de contrôle sur la situation. Ceausescu, qui faisait une visite officielle en Iran, a décidé d'interrompre son voyage et de retourner immédiatement à Bucarest. Son absence lors d'événements critiques avait été interprétée par certains secteurs comme un signe de faiblesse ou de déconnexion de la réalité nationale.
Le régime devait démontrer qu'il maintenait l'autorité et la capacité de réponse confrontés à des défis internes. Le 21e décembre, Ceausescu a convoqué une manifestation massive sur la place République à Bucarest pour démontrer le soutien populaire au régime et condamner les éléments terroristes responsables des troubles de Timișoara. La concentration a été organisée à la suite de procédures habituelles. Participation obligatoire des travailleurs, transportés dans des bus dans les usines. Les étudiants se sont mobilisés à partir d'universités et de fonctionnaires ayant une fréquentation contrôlée. Le rassemblement a commencé à midi avec la présence estimée de 120 000 personnes concentrées dans les rues carrées et adjacentes. Ceausescu a commencé son discours du balcon de construction du comité central, accompagné d'Helena et d'autres dirigeants. Son intervention a suivi le format traditionnel. Dénonciation des interférences étrangères, défense de la souveraineté nationale et exaltation des réalisations du socialisme roumain. Une dizaine de minutes après le début du discours, des cris et des huées ont été entendus dans des secteurs de la foule qui n'avaient pas été organisés auparavant par le parti. Les caméras de télévision qui diffusaient en direct ont enregistré la perplexité visible de Ceausescu qui a interrompu sa lecture et a regardé Helena à la recherche de conseils. Les services de sécurité ont tenté d'identifier les fauteurs de troubles, mais le trouble se propageait. La transmission de la télévision a été interrompue pendant plusieurs minutes. Reprenant lorsque Ceausescu tentait de reprendre le contrôle de la situation en apaisant les gestes et les promesses d'augmentation de salaire. Cependant, des cris ont continué et s'intensifié, y compris des slogans directement hostiles aux leaders. La démonstration, conçue pour montrer unanimité, se transformait en une expression publique du rejet du régime. Vers 2 dans l'après-midi, Ceausescu a abandonné le balcon sans compléter son discours, tandis que les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestants utilisant des gaz lacrymogènes et des accusations de police. Cependant, au lieu de se retirer, de nombreux participants se sont dirigés vers d'autres domaines de Bucarest, incorporant des citoyens qui n'avaient pas initialement assisté à la concentration officielle. Au cours de l'après-midi et de la nuit du 21e décembre, des confrontations se sont étendues dans le centre de Bucarest. Les manifestants ont construit des barricades, brûlé des véhicules de police et attaqué les bâtiments du gouvernement. Les forces de la sécurité ont répondu avec des tirs qui ont provoqué les premières victimes mortelles de la capitale. Les hôpitaux ont commencé à recevoir des armes à feu blessées, confirmant que la répression avait atteint des niveaux mortels. Le matin de décembre 22e, la situation s'était intensifiée vers une insurrection généralisée. Des travailleurs d'usines importantes comme Grivița Roșii et Timpurinoa ont abandonné leur poste de travail et ont marché vers le centre-ville. Les étudiants universitaires ont rejoint les manifestations, tout comme les employés du bureau du gouvernement qui ont défié leurs ordres de supérieurs hiérarchiques. Au cours de la matinée de décembre, 20 secondes, le ministre de la Défense Vasil Milea a été retrouvé mort dans son bureau du ministère. Les versions officielles ont indiqué le suicide, mais les rumeurs ont circulé selon laquelle il avait été exécuté pour avoir refusé d'ordonner une répression massive contre les manifestants de Bucarest. Sa mort a généré une confusion dans la chaîne de commandement militaire et a affaibli la cohésion des forces armées. Les unités de l'armée ont commencé à changer de camp le matin du 22e décembre. Les soldats et les officiers ont retiré leurs armes des postes où ils ont protégé les bâtiments du gouvernement et rejoint des manifestants. Les réservoirs qui avaient été déployés pour intimider la population ont été utilisés par leurs équipages pour protéger les citoyens des tirs d'élite. Vers midi, le 22e décembre, il est devenu évident que Ceausescu avait perdu le contrôle des institutions de base de l'État. Le bâtiment du comité central a été abandonné par ses occupants habituels et pris par des manifestants qui ont fait irruption dans les bureaux. La télévision d'État, contrôlée depuis le matin par des techniciens et des journalistes qui avaient rejoint le mouvement insurrectionnel, ont transmis des messages improvisés annonçant la chute du régime. Nicolae et Helena Ceausescu, accompagnés d'un groupe réduit de collaborateurs fidèles, ont abandonné le bâtiment du comité central à 12 et 8 minutes. Le pilote a reçu des instructions pour se diriger vers une résidence présidentielle dans le comté d'Argeș, mais pendant les communications de radio de vol a rapporté que plusieurs bases militaires avaient rejoint le mouvement révolutionnaire. L'essai final, l'heure décisive à Târgoviște.
L'hélicoptère transportant Nicolae et Elena Ceausescu de Bucarest ont reçu des avertissements radio selon lesquels ils seraient abattus s'ils n'arrivaient pas immédiatement. Le pilote, sous pression par les menaces et la situation militaire incertaine, est descendu dans un champ près de la ville de Targovishte, à environ 80 km au nord de la capitale. Le couple a tenté de poursuivre leur évasion à l'aide d'une automobile réquisitionnée, mais a été détenu par des forces militaires locales qui avaient déjà reçu des ordres du nouveau gouvernement provisoire. Les Ceausescu ont été transférés dans une base militaire sur la périphérie de Targovishte, où ils sont restés sous la garde des unités de l'armée que des heures auparavant avaient été sous leur autorité. Les installations militaires ont assuré la sécurité contre d'éventuelles tentatives de libération par des éléments fidèles au régime, bien que l'existence de ces forces ait été discutable dans le contexte de l'effondrement institutionnel généralisé. À Bucarest, le Front national du salut avait pris le contrôle des institutions d'État sous la direction d'Ion Iliescu, un ancien membre du comité central qui avait maintenu des distances de Ceausescu depuis les années 70. Le Front s'est présenté comme un gouvernement provisoire engagé dans la transition démocratique, mais a fait face à une situation de violence continue qu'elle a attribuée aux terroristes fidèles au régime précédent. Le combat à Bucarest et dans d'autres villes roumaines s'est poursuivi au cours des jours suivants, le 22e décembre. Les pertes se sont accumulées à partir de confrontations entre les forces régulières, les éléments de sécurité et les groupes armés d'identité incertaine. La télévision d'État a transmis des informations contradictoires sur les tireurs d'élite, le sabotage et les attaques contre les bâtiments publics. Le nombre de victimes mortelles a dépassé 1000, bien que les chiffres exacts soient restés confus. Dans ce contexte d'instabilité, le Front national du salut considérait que le maintien de Nicolae et Elena Ceausescu vivants représentait un risque de déstabilisation supplémentaire. On craignait que leur présence puisse être utilisée par des éléments contre-révolutionnaires supposés pour justifier la continuation du combat. La décision de procéder à un procès immédiat a été prise dans le but de fournir une résolution définitive à la crise politique. Le 25e décembre, le jour de Noël, un tribunal militaire a été organisé dans les installations de garnison de Targovishte. La procédure a été conçue pour être rapide, sans les formalités habituelles des processus judiciaires normaux. Les juges ont été désignés parmi les officiers militaires disponibles à la base, sans préparation antérieure spécifique à l'affaire. Un système de défense efficace n'a pas été établi et le temps n'a pas été autorisé pour la préparation d'arguments. Le tribunal était composé du colonel Gheorghe Andrei en tant que président, major Nicolae Cosma et capitaine Viorel Moldovanu en tant que juge associé. Le procureur militaire Dan Voinea a présenté l'accusation, tandis que Nicolae Teodorescu et Eugeniu Iordachescu ont été désignés comme défenseurs officiels. Les accusés ont été conduits dans la salle d'audience menottée et sous une grosse escorte militaire. Les accusations présentées contre Nicolae Ceausescu comprenaient le génocide des décès causés lors des répressions de démonstrations, la subversion du pouvoir de l'État par l'établissement d'une dictature personnelle, la destruction de l'économie nationale grâce à des politiques qui ont provoqué la faim et les privations, un enrichissement illicite par l'appropriation des fonds publics et une tentative d'évasion du pays public. Elena Ceausescu a été confrontée à des accusations similaires, avec un accent particulier sur sa participation à des décisions politiques fondamentales au cours des dernières décennies. Elle a été accusée de complicité dans le génocide, de participation à la subversion de l'État, de responsabilité dans la destruction économique du pays et d'enrichissement personnel grâce à une mauvaise utilisation des ressources publiques. Nicolae Ceausescu a rejeté dès le début à reconnaître la légitimité du tribunal. Il a déclaré qu'il continuait d'être le président légitime de la République socialiste de Roumanie et qu'aucun organe n'avait de compétences juridiques pour le juger. Il a insisté sur le fait que seule la Grande Assemblée nationale, le parlement officiel du régime précédent, pouvait se poursuivre contre lui. Tout au long de la session, il a maintenu ce poste, refusant de répondre aux interrogatoires ou de reconnaître l'autorité des juges. Elena Ceausescu a adopté une attitude plus conflictuelle, interrompant fréquemment les interventions des procureurs et des juges avec des insultes et des défis directs. Elle a qualifié les personnes présentes en tant que traiteurs et collaborateurs de forces étrangères. Son comportement pendant l'essai a alterné entre des cris en colère et des refus catégoriques de participer à la procédure.
Elle a demandé à être traitée avec des honneurs correspondant à son poste de vice-présidente du Conseil d'État. Le procureur Voinea a présenté des accusations spécifiques liées aux répressions de démonstrations dans Timișoara et Bucarest, citant le nombre de victimes mortelles et blessées. Les politiques d'austérité qui avaient provoqué la malnutrition et la détérioration des conditions de vie ont été mentionnées. L'existence de comptes bancaires étrangers avec des fonds soustraits du trésor public a été mentionnée, bien que sans présenter de documentation détaillée. L'accusé a systématiquement nié toutes les charges. Nicolae Ceausescu a rejeté la responsabilité des décès, faisant valoir qu'il avait tenté de maintenir l'ordre constitutionnel confronté à des éléments terroristes. Il a nié l'existence de comptes bancaires étrangers et a attribué des difficultés économiques au sabotage et aux complots internationaux. Elena a appuyé ses refus, ajoutant des critiques personnelles contre les membres du tribunal. La défense officielle, nominalement exercée par des avocats désignés, s'est limitée à souligner le manque de garantie de procédure et l'absence de temps suffisant pour préparer des arguments. Les défenseurs ont indiqué que leurs clients n'avaient pas reconnu le tribunal et demandé un processus juridique avec des garanties constitutionnelles. Leur participation était simplement formelle, sans impact efficace sur le développement de la procédure. Pendant l'interrogatoire, Nicolae Ceausescu a entré des fragments de chansons communistes, y compris l'Internationale. Ces interventions ont mélangé des références à l'orthodoxie marxiste avec des affirmations sur sa légitimité constitutionnelle. Elena a maintenu un ton agressif, refusant de répondre à des questions spécifiques et de se concentrer sur la dénonciation de ce qu'elle considérait comme un complot contre le gouvernement légitime. Le tribunal s'est poursuivi sans considérer les objections de l'accusé concernant sa légitimité. Les délibérations étaient minimes, étant donné les objectifs politiques de la procédure. Le verdict a été annoncé moins d'1 heure après le début de la session. La peine de mort pour les 2 accusés avec une exécution immédiate. La peine a été dictée au nom du peuple roumain et sans possibilité d'appel. Les condamnés ont été informés de la décision et immédiatement menés à l'extérieur de la salle d'audience. Nicolae a maintenu son sang-froid, réitérant qu'il continuait d'être le président légitime du pays. Elena a continué à crier des insultes contre les militaires et à dénoncer l'illégitimité de la procédure. Tous deux ont rejeté l'offre de confession religieuse avant l'exécution. La procédure complète, du début du procès à l'annonce de la peine, a duré 55 minutes. Il n'y avait pas de temps pour une présentation détaillée de preuves, des témoignages de témoins ou une élaboration de défense substantielle. L'objectif était de fournir une apparence de légalité à une décision qui avait été prise pour des considérations politiques liées à la stabilisation du pays. La rapidité du processus a répondu à la fois à l'urgence de la situation militaire et à l'intention d'éliminer définitivement toute possibilité d'utiliser la figure de Ceausescu comme symbole de résistance aux nouvelles. Ordre, le Front national du salut devait démontrer qu'il avait pris un contrôle efficace et que le régime précédent s'était terminé irréversiblement. L'exécution télévisée, la fin brutale d'un régime. Nicolae et Elena Ceausescu ont été conduites au patio arrière de l'installation militaire de Târgoviște immédiatement après l'annonce de la peine. La zone sélectionnée pour l'exécution était un espace réduit entre les bâtiments militaires, avec un mur de briques qui servirait de mur d'exécution. Les conditions reflètent l'improvisation de la procédure. Il n'y avait pas de protocoles établis pour les exécutions de cette ampleur politique. Les condamnés avaient leurs mains attachées avec des cordes disponibles dans la base militaire, y compris des lacets utilisés en l'absence de matériel spécifique. Un officier leur a offert des bandeaux pour se couvrir les yeux, une proposition que les deux ont catégoriquement rejetée. Nicolae a maintenu une attitude solennelle, tandis qu'Elena a continué à prononcer des insultes contre les soldats présents. L'équipe de tir a été formée avec 3 soldats de la garnison armée de fusils automatiques de Kalachnikov. Les exécuteurs testamentaires ont été sélectionnés parmi les militaires disponibles, sans critères spécifiques au-delà de leur présence pour le moment. La décision d'utiliser des armes automatiques au lieu des fusils d'exécution traditionnels a répondu à la disponibilité des armes lors de l'installation. À 14h50, le 25e, 10 à 9, 89 ans, l'ordre d'incendie a été donné. Les 3 soldats ont tiré simultanément plusieurs rafales qui ont eu un impact sur les corps condamnés. On estime que plus de 120 projectiles ont été licenciés lors de l'exécution.
Nicolae est tombé d'un côté, tandis qu'Elena restait allongée sur son dos contre le mur. Les tirs ont continué plusieurs secondes après la chute des corps, garantissant la mort des deux condamnés. La procédure complète a duré à moins d'1 minute de la formation des squads à cesser le feu. Les officiers ont vérifié l'absence de panneaux vitaux avant de déclarer l'exécution terminée. Au cours de la procédure, un enregistrement a été réalisé avec une caméra vidéo soviétique disponible dans la base militaire. L'équipement de tournage était de qualité technique limitée, produisant des images granuleuses avec des mouvements brusques et un cadrage instable. L'enregistrement a capturé le transfert du condamné, des moments avant le tournage et des conséquences immédiates de l'exécution. Les tirs comprenaient des images d'essai, des fragments d'interrogatoire et la conduction de l'accusé au patio d'exécution. La qualité audiovisuelle était déficiente avec un son déformé et des images peu claires, mais suffisantes pour documenter les événements principaux. Le tournage a été effectué par les instructions du Front National du Salut, qui souhaitait avoir un enregistrement visuel de la procédure. Les corps ont été examinés par un médecin militaire qui a certifié les décès. Nicolae Ceausescu a présenté plusieurs impacts de balles dans le torse et la tête. Elena avait reçu des projectiles à l'arrière et au crâne. Les blessures étaient mortelles et la mort avait été instantanée selon le verdict médical. Les cadavres étaient couverts de couvertures militaires et transférés vers un stockage temporaire. À Bucarest, le combat s'est poursuivi dans l'après-midi du 25e. Le Front National du Salut a maintenu des communications radio avec des unités militaires à travers le pays, coordonnant les opérations contre des éléments hostiles supposés. La télévision d'État a transmis des messages continus sur l'évolution de la situation, mélangeant des informations confirmées avec des rumeurs sur les activités contre-révolutionnaires. L'enregistrement d'exécution a été immédiatement transféré à Bucarest via un vol militaire. Les autorités frontales ont décidé de transmettre des fragments du matériel comme preuve définitive du changement de régime. La radiodiffusion était prévue le lendemain, permettant un temps pour l'édition de base et la préparation des commentaires explicatifs. Le 26e décembre, la télévision d'État roumaine a interrompu sa programmation régulière pour transmettre des images de l'essai et de l'exécution d'Elena Ceausescu. Les émissions ont commencé par des fragments du tribunal militaire, montrant que l'accusé rejetant la légitimité de la procédure et niant les accusations présentées contre eux. Les scènes d'essai ont révélé la détérioration physique du couple pendant leurs jours de détention. Les Nicolae semblaient ébouriffés, avec des vêtements ridés et une expression tendue. Elena s'est montrée verbalement agressive, interrompant constamment les interventions des juges et des procureurs. Les deux contrastent considérablement avec les images officielles qui ont dominé les médias depuis des décennies. Les fragments d'exécution ont été transmis brièvement, montrant des moments immédiatement après le tournage. Les images comprenaient des corps situés dans le patio d'installation militaire, confirmant visuellement la mort des deux dirigeants. La qualité technique déficiente de l'enregistrement n'a pas empêché clairement les victimes. La transmission a atteint un public massif à travers le territoire roumain. Des millions de citoyens ont vu pour la première fois des images directes de la fin du régime qui ont contrôlé leur vie pendant plus de 2 décennies. Les réactions variaient d'un soulagement au choc, passant par la confusion lors de la rapidité des événements. Dans de nombreuses localités, la population est allée dans les rues après la transmission, célébrant la fin du régime ou exprimant simplement les tensions accumulées pendant les années de répression. Dans d'autres zones, la prudence prédomine face à l'incertitude politique et à la continuation de combats. La télévision est devenue le principal moyen d'information sur l'évolution de la crise nationale. Les images ont été retransmises par les stations de télévision internationales, offrant une couverture mondiale aux événements roumains. Les agences de presse européennes et américaines ont reproduit des fragments, convertissant l'exécution en un événement médiatique mondial. La brutalité d'images contrastée avec des transitions pacifiques s'est produite dans d'autres pays du bloc de l'Est. La transmission a servi d'instrument de contrôle psychologique pour le nouveau gouvernement. En montrant des cadavres d'anciens dirigeants, un message sans équivoque a été envoyé sur l'irréversibilité du changement politique. L'exposition publique de la mort a fonctionné comme un rituel de fermeture symbolique de la période précédente. Les organisations internationales des droits de l'homme ont immédiatement critiqué la nature et l'exécution sommaire du procès.
Amnesty International et la Commission européenne ont dénoncé la violation des garanties de procédure de base et l'application de la peine capitale sans procédure régulière. Les critiques étaient centrées sur l'absence de défense efficace et de rapidité des procédures. Les juristes occidentaux ont souligné que le tribunal ne répondait pas aux normes d'impartialité minimale. Il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour la préparation de la défense, la présentation des preuves ou la possibilité d'appel. La procédure ressemblait davantage à un acte politique qu'un processus judiciaire légitime. En Roumanie, cependant, la priorité immédiate était la stabilisation de la situation interne. Le combat a continué sporadiquement pendant plusieurs jours après l'exécution, bien qu'avec une intensité décroissante. Le Front national du salut a utilisé l'élimination de Ceausescu comme argument pour démontrer que l'ancien régime s'était définitivement terminé. Les corps de Nicolae et Elena ont été initialement enterrés au cimetière Gansea de Bucarest sous de fausses identités pour éviter que les tombes de devenir des pèlerins. Les autorités craignaient que les secteurs nostalgiques du régime précédent utilisent les sépulchés comme symbole de résistance au nouvel ordre politique. Les enfants du couple exécuté ont été arrêtés et traités pour des accusations liées à la corruption et à l'abus de pouvoir. Unuk Ceausescu, qui avait occupé des postes politiques importants, a été condamné à une peine de 20 ans de prison. Zoya et Valentin, avec des rôles moins importants dans le régime, ont obtenu des phrases moindres, mais ont perdu leurs postes académiques et professionnels. Le palais populaire, symbole architectural de la mégalomanie du régime précédent, a été converti en siège du nouveau Parlement roumain. Le bâtiment, toujours incomplet au moment de la Révolution, a nécessité des années de travail supplémentaires pour son achèvement. Sa taille colossale et son coût excessif l'ont converti en rappel permanent des excès de la période de Ceausescu. Les archives de la sécurité ont commencé à être déclassifiées progressivement, révélant l'extension du réseau de surveillance qui avait contrôlé la société roumaine. Les documents ont montré une portée d'infiltration dans les institutions, les familles et les cercles sociaux. Des milliers de citoyens ont découvert qu'ils avaient été espionnés par des voisins, des collègues ou même des parents. La transition politique roumaine a prolongé pendant des années, compliquée par la continuité de nombreux cadres de régimes précédents dans des postes d'autorité. Ion Iliescu, chef du Front national du salut, a été élu président dans 10 à 9 90 élections, en maintenant le pouvoir jusqu'à 10 à 9 96 avec un bref intervalle entre 9 96 et 2000. Les enquêtes concernant le 10 à 9 circonstances de la révolution de 89 ans se sont poursuivies pendant des décennies, sans tirer des conclusions définitives sur plusieurs aspects controversés. L'identité des tireurs d'élite qui ont provoqué des victimes pendant le combat, la mort du ministre de la Défense Vasil Milea et l'existence réelle des forces terroristes fidèles à Ceausescu sont restées des questions non résolues. En 2010, après des exhumations et des tests d'ADN, l'identité des restes de Nicolae Ceausescu a été officiellement confirmée. Elena a été reconnue aux côtés de son mari lors d'une cérémonie qui a rouvert ses débats sur l'héritage du régime et la justice de l'exécution sommaire. Le 20e anniversaire de leur mort a généré des réflexions sur la transition démocratique roumaine et ses limites. L'enregistrement de l'exécution a continué à circuler dans les médias internationaux en tant que document historique de la chute du communisme en Europe de l'Est. Les images ont maintenu leur impact visuel, représentant la fin violente d'un régime qui a exercé un contrôle totalitaire sur la société roumaine pendant un quart de siècle.